Parfait, ça a l'air de marcher. Donc, merci à tous les participants d'être venus, d'assister à ce webinaire qui se veut être sur un format assez court et sur la période, plus ou moins autour de midi. On tente, de changer un peu les horaires au niveau du Gérontopole pour essayer d'attirer d'autres publics ou des personnes qui ont plus de difficultés à se libérer, sur d'autres horaires. C'est un webinaire qui va, vous exposer assez rapidement donc, sur un format court, les, principaux résultats des études mobilité qu'on a menées depuis 4 ans et demi maintenant au Gérontopole, donc sur la mobilité des aînés. Hop. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les noter dans le chat, ou dans la conversation, parler un bon français, ou tout simplement, à la fin, on laissera un temps de questions-réponses auxquelles vous pourrez, bien sûr participer. Je vous invite aussi, je l'ai déjà dit aux premiers arrivants, à couper vos micros et vos caméras pour qu'on essaye, d'une part de gagner un peu de flux, internet pour ceux qui auraient, des connexions un peu plus fragiles et d'autre part pour éviter les différentes perturbations. Donc, j'en arrive à la présentation. Je vous présente juste très rapidement le Gérontopole des Pays de la Loire, puisque quand on a regardé les inscriptions, on a vu qu'on avait pas mal de participants qui venaient également d'autres régions ou dont on avait qui ne faisaient pas forcément partie des adhérents du Gérontopole des Pays de la Loire. Donc on est une association de loi 1901, qui travaille sur le vieillissement de la population et l'adaptation de la société à la transition démographique. Je vais aller très bref, juste sur la finalité et notre raison d'être, à la fois d'être un lieu de rencontre, puisqu'on a aujourd'hui 240 adhérents qui peuvent être des acteurs, publics, privés, associatifs, des personnes elles-mêmes, du champ du médico-social ou pas du tout, qui ont décidé de, s'investir dans cette association pour travailler ensemble et essayer de faire émerger des solutions ou à minima de réfléchir sur, la transition démographique. Donc, au-delà de ce lieu de rencontre, on est aussi une structure en charge du montage, de l'accompagnement ou de la réalisation de projets et d'études, dont les études mobilité qui sont l'objet de ce webinaire, et aussi un centre de ressources et d'expertise complémentaires que vous pouvez mobiliser. J'en arrive donc au sujet du jour. Pas de souci pour le retard. Je laisserai, j'ai vu quelques collègues du Gérontopole parmi les participants gérer la conversation. Ce sera un petit peu plus simple pour moi dans ce cadre-là. Donc le cadrage des études, donc pendant 4 ans et demi, différentes études et toujours sur la mobilité des, aînés. Donc ce qu'on a appelé la mobilité des aînés, on a appelé ça donc l'ensemble des déplacements, sachant que les études se concentrent quand même sur les déplacements du quotidien. On parle pas de voyage. La capacité à se déplacer, qui sont en général les 2 axes assez importants de la mobilité. Une capacité qui peut être physique, psychologique, cognitive, ou en fonction de son contexte territorial. On n'est pas en fonction de son lieu de résidence, tous dans les mêmes conditions, de mobilité et enfin, pour la fameuse définition des aînés ou des personnes âgées, on a pris la notion de personnes retraitées, puisque c'était, le réel moment où alors, pour les seniors encore actifs, ce qui est parfois, pas toujours le cas de tous, on a une fin de ce qu'on appelle les flux pendulaires, c'est-à-dire les déplacements domicile-travail ou domicile-études pour les scolaires, qui sont quand même assez structurants de la mobilité et donc cette rupture était la meilleure finalement, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a jugé, pour travailler sur le sujet. Après évidemment, entre tous les retraités, on est face à une grande diversité de profils et on ne peut pas dire que ce soit une population complètement homogène. Quelques éléments de contexte qu'on a l'habitude de rappeler, assez régulièrement. Hem, le concept de papy boom, de gérontocroissance, on peut l'appeler, sous différentes formes. Juste pour expliquer que, donc le baby boom qui a eu lieu entre 1946 et les années 70, se répercute avec le vieillissement des personnes nées dans cette période-là et donc notamment, par exemple, pour la projection du nombre de 75 ans et plus en France, bah, vous faites 46 plus 75 et vous arrivez à 2021 et donc ça fait partie alors ça dépend évidemment de la tranche d'âge qu'on choisit, mais d'un moment de rupture où on va avoir une forte augmentation, des personnes les plus âgées.
Et deuxième chose importante, à noter aussi, heu, parmi ce groupe de personnes âgées, la très grande majorité est autonome. Au-delà de ce que vous pouvez voir sur le donc les bénéficiaires de l'APA, donc l'APA, l'allocation personnalisée autonomie, bien sûr, il y a des questions de non-recours aussi, mais vous voyez que pour les 90 ans et plus, qui est donc une tranche d'âge à partir de laquelle ça commence à être assez important, on en est quand même à la moitié qui ne sont pas bénéficiaires de l'APA, qui n'est pas, versée sous critères de revenus, seulement sur les critères de perte d'autonomie. Après en fonction de critères de revenus, on a pas forcément la même somme. Hem, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble de la grande majorité des personnes âgées dont on va parler sont des personnes autonomes et une autre statistique, c'est de vous dire qu'au cours de notre vie, à tous, en moyenne, on est dépendant 18 mois et ça comprend toutes les fois où on a le bras cassé et cetera. Pour vous dire que il faut sortir aussi de cette image des personnes âgées dépendantes. Le webinaire sera organisé en fonction de 3 parties. Une première sur les pratiques des personnes âgées, une deuxième sur les besoins et une troisième sur, en ouverture un petit peu, la manière dont on peut intégrer, les personnes âgées aux politiques de mobilité qu'on peut mettre en place. Puisque vous êtes un certain nombre à être aussi, du secteur de l'action publique. Alors, je vous mets juste ces critères-là sans trop les détailler parce qu'on va pas avoir trop le temps, mais comme vous recevrez le diaporama, vous pourrez les relire à tête reposée pour vous expliquer un petit peu notre, catégorisation géographique, de l'analyse des pratiques sur laquelle on reviendra après. Donc on a donc QPV qui correspond au quartier politique de la ville, qu'on peut, vulgariser comme étant des quartiers sensibles. Hem Ensuite, la grande ville, donc là, on va être sur les plus grandes villes de la région. Ce qui va être banlieue va être vraiment la 1re couronne très proche qui est encore dans un contexte assez urbain. Le périurbain va être entre, la ville et le rural. Les pôles locaux, on va être sur des petites villes et ensuite on a, 2 caractérisations des espaces ruraux entre peu denses et très peu denses. Alors, pourquoi les personnes âgées se déplacent? C'est quelque chose, qui est, la première des questions pour laquelle on devrait, la première des questions qu'on devrait se poser. Ce qui est intéressant de noter donc on l'a séparé en 2 catégories, 65-74 et 75 ans et plus, c'est de voir que, ce sont les achats, les loisirs et les visites à des proches qui sont vraiment les déplacements les plus importants. Donc si on veut, réfléchir en matière de masse sur une politique de mobilité, il faut traiter ces 3 sujets-là pour répondre à déjà plus de 80 des déplacements des personnes âgées. À noter, tout ce qui va être déplacement pour les soins, heu, reste, très limité, 6 pour les 65-74 ans et 8 pour les 75 ans et plus. Donc quand on pense politique de mobilité des personnes âgées, il ne faut pas penser politique d'accessibilité aux médecins, parce que souvent on peut l'entendre. Et quand on regarde le nombre de déplacements par semaine, alors c'est le nombre de déplacements hors retour au domicile puisqu'on n'a pas enfin c'est à peu près le double, si vous voulez compter le nombre total de déplacements par semaine par personne. Mais bon, les retours à domicile sont moins intéressants pour savoir, la destination des personnes. Ce qui est intéressant, bon certes, il y a une diminution avec l'âge, diminution qui, s'accentue plutôt après, 75 ans. Mais, quand on regarde, par exemple, sur les achats, sur les loisirs, on a une augmentation avec l'arrivée en retraite, de ces déplacements-là. Évidemment, la diminution globale dans un premier temps s'explique surtout parce qu'on n'a plus les trajets, domicile-travail à faire. Et on voit par exemple en nombre de trajets que la catégorie soins est assez, régulière en fonction des différents âges. Alors la temporalité des déplacements maintenant, qu'on a vu un petit peu le pourquoi ils se déplacent, il faut faire attention à l'idée que les personnes âgées évitent les heures creuses. Donc là, on est sur les déplacements par heure, en semaine. Donc on note en effet un décalage entre le premier pic, du matin qui est plus tardif, chez les personnes, de 65 ans et plus que chez que chez les moins de 64 ans. Le pic du midi n'existe pas vraiment non plus, chez les personnes âgées, alors qu'on a un deuxième petit pic chez les actifs et les scolaires. En revanche, pour celui de l'après-midi, on va dire que on est quelque chose qui est moins sous forme de pic,
pour les personnes âgées que pour les actifs qui vont revenir vers 17h-18h. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'il y ait une diminution des déplacements des personnes âgées, particulièrement pour éviter les heures pleines de 17h à 18h. C'est-à-dire que les déplacements l'après-midi se répartissent de manière équitable. Il n'y a pas un évitement. Et quand on regarde les déplacements le week-end, là, pour le coup, on a des pics qui sont très semblables, puisqu'on a des heures de pointe qui sont à peu près les mêmes, que ce soit donc là pour le samedi ou pour le dimanche. Si on regarde maintenant les destinations, alors au-delà des types de destinations, mais juste de voir un petit peu si la proximité des destinations, ce qu'on remarque, c'est qu'en effet, avec l'âge, on a une augmentation des déplacements les plus courts, qui font moins de 2 ou moins de 5 kilomètres, donc moins de 2 en bleu clair et moins de 5 en bleu plus foncé. Néanmoins, on ne peut pas parler non plus d'une augmentation extrêmement importante par rapport à l'ensemble de la population. Mais ça va nous être, enfin, il est intéressant de garder en tête le fait que on est entre 40 et 65 pour les moins de 2 kilomètres et entre 64 et 81 pour les moins de 5 kilomètres, quand on va regarder ensuite la manière dont les personnes âgées se déplacent. Évidemment, la part des déplacements courts diffère en fonction du type de territoire dans lequel on habite. Donc on voit que par exemple entre la France et les Pays de la Loire, on est relativement proche, donc là on est pour les 75 ans et plus, autour de la moitié. Mais évidemment dans les territoires les moins denses, on va plutôt être autour de 1/3 de déplacements qui fait moins de 2 kilomètres, puisqu'on a des territoires où il y a moins de services de proximité. Et ce qui est aussi, intéressant de regarder, c'est le fait que les pôles locaux, donc les plus petites villes, ont finalement des déplacements plus courts que dans les plus grandes villes. Et donc on en arrive au comment on se déplace. Donc j'ai mis en voiture et à pied essentiellement. Donc là, vous avez donc les parts modales, c'est-à-dire le pourcentage de déplacement en fonction, des modes de déplacement. Et donc ce qu'on note, c'est qu'évidemment la voiture, donc en bleu, prend une part, notable et c'est, quel que soit l'âge, le mode de déplacement qui est le plus utilisé. Il sera possible d'avoir le PowerPoint en fin de présentation. Hem Mais on a une part de la marge qui va augmenter enfin, au fur et à mesure que l'âge augmente. Ça ne veut pas dire que le nombre de déplacements forcément à pied augmente, ça veut dire que la part augmente, puisqu'on a vu aussi que le nombre de déplacements diminuait avec l'âge. Alors ce graphique, oui, intéressant à regarder à tête reposée, mais j'ai quand même essayé de mettre 3 éléments un peu plus en valeur. Donc là, pareil, on est sur les parts modales, mais cette fois-ci en fonction de type d'espace. Ce qu'on va noter évidemment dans les grandes villes et qu'on retrouve beaucoup moins dans les pôles locaux, alors qu'on parlait de distances plus courtes, on va avoir pour les 75 ans et plus une part de la marche beaucoup plus importante que dans les autres territoires. Ce qui s'explique aussi par des logiques de proximité et on va retrouver le même constat sur les transports en commun. Ensuite, au niveau des banlieues, j'ai mis en lumière la part des transports en commun, qui est forte pour les 6-64 ans et qui est beaucoup plus faible chez les personnes âgées. Alors en règle générale, c'est le cas pour tous les territoires, mais c'est particulièrement vrai pour ces territoires-là. On a des transports, publics qui sont orientés essentiellement pour des domiciles travail et des domiciles études, qui correspondent moins à des personnes âgées, enfin en tout cas à leurs besoins et des personnes qui ont aussi eu plus l'habitude d'utiliser leur voiture. Et enfin, dernière chose, sur les espaces les moins denses, donc les plus ruraux, on va avoir là pour le coup, une stabilité de l'usage de la voiture, quel que soit l'âge, y compris pour les 75 ans et plus, en sachant que ces données-là sont pour, conducteurs ou passagers, ce qui, laisse entendre aussi une dépendance à la voiture beaucoup plus importante dans ces territoires-là et on verra après que ça peut poser, quelques difficultés. Pour ce qui est de la question de l'immobilité, puisque là, on va rentrer sur deux données intéressantes à regarder, c'est-à-dire, l'immobilité et les difficultés physiques à la mobilité.
Ce sont 2 critères intéressants à regarder en fonction de l'âge et aussi en fonction des catégories sociales des personnes. Donc sur les, personnes restées immobiles pendant, une semaine entière, c'est-à-dire que donc là ce que je l'ai pas dit, mais, on est sur la base de données de l'enquête mobilité des personnes réalisée par alors le ministère du développement durable, de la transition écologique, ça dépend, comment on l'appelle, hem, en 2019, donc juste avant Covid. Et c'était par, appel téléphonique auprès d'un panel, sur l'ensemble de la France. Donc on appelle les personnes et on leur demande leur déplacement pendant la semaine entière et si les personnes ne sont pas sorties de chez elles pendant une semaine entière, elles apparaissent dans ces statistiques-là. Hem, donc avec l'âge, on observe en effet une augmentation qui est quand même relativement contenue jusqu'à 85 ans, puisqu'on est toujours en dessous des 10, mais qui, après 85 ans, là, cette fois-ci, subit une augmentation non négligeable puisque les 85 ans et plus interrogés, pour un quart d'entre eux, ne sont pas sortis de chez eux la semaine précédant l'interview, ce qui représente quand même quelque chose d'assez important. Et maintenant, si on regarde ces données-là en fonction des caractéristiques sociales des populations, enfin socio-économiques d'ailleurs, on va noter que, en fonction des, revenus, donc quand vous avez de Q1 à Q4, ce sont les quartiles de revenus. Donc Q1, on est sur les 25 des personnes qui gagnent le moins en France et Q4 sur les 25 qui gagnent le plus d'argent en France. Et donc là, on note évidemment pour les 75 ans et plus une croissance linéaire en fonction du faible revenu. Moins vous avez, de revenus, plus vous êtes sujet au risque d'immobilité et on le retrouve aussi dans les anciennes catégories socio-professionnelles des personnes interrogées où, au niveau des cadres, on va être des anciens cadres, on va être à 5 de personnes immobiles, quand pour les anciens agriculteurs, on va être à 19 et pour les anciens ouvriers à 15. Donc voilà, c'est pour dire que, la caractéristique socio-économique des personnes joue aussi sur leur mobilité. Sur les autres critères, on va dire que les écarts sont moindres, que ce soit entre, hommes et femmes ou, propriétaires, locataires et des personnes vivant seules ou finalement ne vivant pas seules. Là, pour le coup, on a, assez peu d'incidence, même si à chaque fois elles existent, je ne les nie pas. Et donc pour ce qui est des personnes déclarant une gêne physique dans leur déplacement, là pareil, on va retrouver la même croissance avec l'âge. Cette fois-ci plus linéaire que pour l'immobilité. On va dire que c'est relativement progressif et on arrive à, pour les 85 ans et plus, près des 3/4 des personnes qui déclarent avoir une gêne physique. Pas dire qui les empêche complètement de se déplacer, mais en tout cas des difficultés, physiques, dans leurs déplacements. Et là, ce qui nous a intéressé, c'est pas tant pour les plus âgés de savoir, qui avait une gêne physique, puisque cette gêne physique était assez homogène, à partir d'un certain âge, mais plutôt l'apparition précoce de cette gêne physique dans les mobilités. Et donc là, on va retrouver les mêmes, donc on a regardé pour les personnes de 65-74 ans, on va retrouver les mêmes logiques que précédemment pour l'immobilité, avec des personnes qui ont des plus bas revenus, qui sont beaucoup plus sujets à la gêne physique que des personnes qui ont des plus hauts revenus. Et donc on retrouve la même logique sur les catégories socio-professionnelles avec, tout de même un détachement assez important pour les anciens agriculteurs. Et ce qui était un peu plus frappant encore, c'était de voir qu'il y avait une énorme différence entre propriétaires et locataires, qui est une autre forme enfin un autre moyen d'observer la question de la richesse, au-delà du revenu, mais plus en passant cette fois-ci par la question du capital. Et donc là, on observe en effet que les locataires sont beaucoup plus, enclins à avoir des difficultés physiques dans leur mobilité que les propriétaires. Si on en arrive à faire un premier bilan, donc pour retenir un petit peu ce qui a été dit, de manière, synthétique, si on regarde le pourquoi les personnes se déplacent, avec 83 des déplacements, ce sont les achats, les loisirs, les visites à des proches. Donc si déjà on arrive dans les politiques de mobilité à répondre à ces 83 de déplacements, on est déjà pas mal. Où et quand on a des déplacements qui sont certes un peu plus courts, mais qui ne cherchent pas forcément à éviter les heures de pointe. Ça dépend des jours et ça dépend des heures de pointe. La manière de se déplacer essentiellement, ce sera toujours en voiture et à pied, même s'il y a des difficultés, géographiques. C'est justement ce que j'écris en dessous et il y a une sociologie des pratiques puisque l'immobilité et la gêne physique sont liées à des caractéristiques socio-économiques, des populations.
Je peux peut-être faire une première petite pause juste pour voir un petit peu les questions qui ont été posées et répondre à les questions si vous souhaitez. Donc vous pouvez lever la main, en appuyant sur le petit bouton «Lever la main», et sinon je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées. Donc j'ai une question de Christophe Barguin: «Comment expliquer la hausse de la part modale de la marche avec l'âge?» Dans un premier temps, la question, est liée au fait qu'on a des déplacements qui sont plus en proximité, donc qui permettent l'usage de la marche de manière un peu plus importante. Il y a une culture de la marche aussi chez des anciennes, enfin, chez des générations qui ont, grandi, pour les plus âgés, avant, vraiment le développement de la voiture. Donc on a aussi ça qui peut jouer et après on va avoir aussi des personnes, alors soit des configurations familiales qui font qu'il n'y a qu'une seule des 2 personnes qui conduit, par exemple, et qui fait que la deuxième personne, au moment soit de l'arrêt de la conduite, soit du décès de celui qui conduit, se retrouve souvent dans, l'obligation d'aller vers d'autres moyens de déplacement, et la marche est par essence le plus simple à appréhender, ce qu'on verra aussi après. Voilà pour les pistes d'explication, et encore une fois, l'augmentation de la part modale de la marche ne signifie pas forcément l'augmentation du nombre de déplacements à pied, puisqu'on a aussi, en même temps que cette augmentation de la part modale de la marche, une diminution, du nombre de déplacements. Alors j'ai une question sur les résultats similaires au niveau national, et ce sont des résultats au niveau national, ce que je vous ai présenté, sauf quand je précisais Pays de la Loire, puisque l'étude est nationale. Enfin, la base de données qu'on a exploitée est nationale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais enchaîner sur la deuxième partie. Alors, je suis d'accord avec vous, Laetitia Herré. Oui, il y a aussi, heu, l'appréhension de la conduite, ou l'arrêt de la conduite de certaines personnes qui fait que, d'un point de vue des parts modales, si on prend le pourcentage de déplacement, à partir du moment où on arrête la voiture, forcément la marche, prend une place plus importante que le reste. Alors j'ai une main levée et donc je vous laisse la parole. C'est Cécile, Ruot. Oui, merci. Je m'interrogeais sur, les éléments d'analyse, qui permettaient de dire que, enfin, est-ce qu'il y avait une analyse sur le fait que les locataires étaient plus enclins à avoir des difficultés physiques? Qu'est-ce qui pourrait expliquer, ce fait? Hem, de la même manière que les personnes qui ont, des revenus plus importants que d'autres, le fait d'être locataire ou propriétaire, est souvent, lié à la richesse des personnes. Alors ça nous permet d'avoir une autre appréhension que celle liée aux revenus, puisqu'il y a des personnes qui, enfin, très clairement, si vous avez, un revenu de 2 000 € mais que vous payez, 800 € de loyer, c'est pas pareil que quand vous ne payez pas de loyer. Enfin, vous n'avez pas le même revenu disponible. La capacité financière à faire des aménagements ou à s'équiper, Après qui c'est alors je vais pas rentrer dans des ouais. analyses marxistes, mais la on sait que l'espérance de vie est liée aux revenus des personnes, Mmh. Ouais, que OK. la santé est liée Oui, aux revenus oui. des Mmh. personnes, et donc de manière, Ouais. assez logique finalement les difficultés physiques sont liées aux revenus des personnes, puisque quand vous avez des revenus, plus aisés, vous avez en règle générale une qualité de vie plus simple à mettre en à mettre en œuvre. Vous avez plus de D'accord. possibilités d'accéder à la culture, aux loisirs. Enfin bon, voilà, je vais pas, C'est trop pour, m'étaler sur ça, mmh. mais c'est Non, mais l'idée. pour essayer de voir quel levier après on pourrait, voilà. Pour pas aussi, avoir, enfin, mieux comprendre pour voir quels peuvent être les leviers, donc Oui, là ça se ouais. Il y a aussi c'est plus le compliqué. facteur, santé quoi. Mmh. Mmh. OK. Daniel, je vous écoute. Oui, alors sur ce point, il faut quand même tenir compte aussi des métiers exercés précédemment par les personnes. Et on sait très bien que les personnes qui ont des revenus plus faibles accèdent moins à la propriété. Et donc, dans les revenus plus faibles, on a beaucoup de personnes issues de métiers qui entraînent Mmh. des problèmes physiques importants, voire même assez graves. Je pense aux personnes qui travaillent dans la santé, à l'aide à domicile, tout ça, ça contribue largement à ce que ces personnes-là
arrivent à un moment donné avec des difficultés physiques et donc coïncidence revenu vers les locations plus que vers la propriété, parce que c'est difficile quand on a un faible revenu d'accéder à la propriété, et derrière les pathologies liées aux conditions de travail exercées. Merci pour ce complément. Je vais donc prendre la suite de la présentation. Si vous avez encore des questions sur ce sujet-là, on pourra toujours y répondre à la fin. Donc maintenant, on va parler plutôt de la question des besoins. Et donc cette question des besoins qu'on a traitée en 2022, de mémoire, c'est l'idée de se dire de quoi ont besoin les personnes ou qu'est-ce qui motive les personnes à se déplacer et à choisir un moyen de déplacement. Donc on a essayé, alors donc on a fait sur 3 territoires, Sèvres-Moine, Pouzauges et la commune des Hauts-d'Anjou. Donc ce sont 3 territoires ruraux. De manière volontaire, puisqu'il y a déjà une étude du CEREMA qui était faite un peu en parallèle de la nôtre sur la métropole européenne de Lille, et donc qui donnait déjà des résultats dans le territoire urbain, et donc on s'est dit qu'on allait la compléter par des territoires ruraux, plutôt que de refaire l'étude sur des territoires plus urbains de notre région. Donc, je passe assez rapidement sur la méthode, mais on a fait donc 2 porteurs de parole dans les Hauts-d'Anjou, 2 focus group, donc les porteurs de parole, très rapidement, ce sont des entretiens individuels réalisés sur des espaces publics où on affiche les paroles des premières personnes interrogées pour faire réagir les personnes suivantes. Et donc les focus group de manière un peu plus connue, là on est sur des groupes de parole animés qui durent en général environ 2-3 heures et sur des groupes d'une dizaine de personnes. Et donc dans ces différents moments, l'objectif était vraiment pour nous de comprendre quels étaient les besoins finalement qui allaient déterminer un petit peu les choix de mobilité des personnes. De manière très succincte, voici ce qui en ressort. Donc on a, alors je vous expliquerai le rouge après, mais en vert, les 5 grands besoins qui sont le plus revenus, ou en tout cas les 5 grands déterminants qui expliquent le mieux les choix de mobilité des personnes. Donc on a donc le lien social, la santé, la liberté, se sentir en sécurité et en maîtrise de son déplacement, et le caractère confortable et agréable du déplacement. Le lien social, qui n'est pas forcément le plus évident sur le mode de déplacement, on a des discours qui vont nous expliquer que des personnes choisissent des modes de déplacement favorisant la rencontre ou l'opportunité de discussion le long du trajet. Ça a été le cas dans les territoires ruraux, de personnes nous disant qu'elles ne voulaient pas faire leurs courses en voiture pour pouvoir s'arrêter, discuter avec des personnes qu'elles avaient l'habitude de croiser à certains horaires. La santé, pareil, sur la marche, on a aussi pas mal de discours disant je marche pour ma santé, pour rester en forme, et c'est important, voilà, mon médecin m'a dit que, qui revient aussi assez régulièrement, et c'est un moteur en tout cas pour la marche et le vélo assez important. La liberté, en général, je passe assez vite, c'est assez simple à comprendre, c'est quand même si je peux aller où je veux, quand je veux, c'est mieux. On rappelle qu'on est sur la génération de mai 68. Et ensuite, alors en sécurité, en maîtrise, ça va être la sécurité par rapport à la chute dans l'espace public, entre autres, en tout cas dans les endroits où, dans la manière de se déplacer, le risque de chute, le risque d'agression, et pour ce qu'on a appelé plutôt maîtrise de son déplacement, le risque l'appréhension de se perdre ou de pas bien comprendre la manière dont on doit utiliser les différents codes ou de déplacement. Et enfin, dernier sujet, le caractère confortable et agréable du déplacement. Confortable, je pense que vous voyez à peu près tous ce que ça veut dire. Et agréable, c'est de se dire aussi que ce qui peut motiver des déplacements ou des modes de déplacement, c'est aussi l'environnement. Alors, jugé beau ou agréable, c'est-à-dire on va éviter les zones où il y a trop de foule, trop de bruit, et on va privilégier parfois des parcours qui passent par des plus jolis paysages que d'autres, puisque on a moins, en tout cas dans les discours, de retour. Alors, discours qui datent un peu, je reviendrai après sur certains points. On a moins de références aux 3 points qui sont à droite, qu'on retrouve par contre dans les discours des autres générations, à savoir la vitesse. C'est-à-dire que personne nous a dit que la vitesse était un élément important
pour leur choix de déplacement, de savoir combien de temps j'allais mettre. Alors, personne dans les personnes qu'on a rencontrées, ça ne veut pas dire qu'évidemment personne ne prend en compte ce critère-là. Et tout ce qui va être conscience écologique, de se dire je privilégie, j'aimerais pouvoir me déplacer d'une manière à pas émettre trop de gaz à effet de serre, ça c'est très très peu revenu dans les discours. Pas absent non plus, mais très très peu revenu. Et la question du coût aussi est très peu revenue par rapport à toutes celles qui sont à gauche, alors que ces 3 éléments-là, on les retrouve dans les autres générations. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'était en 2022. Depuis, il s'est passé certaines choses qui font que, notamment sur le coût, on l'entend de plus en plus, que la question du coût des déplacements est importante avec l'augmentation alors du prix de l'essence notamment, mais aussi la perte générale, on va dire, de pouvoir d'achat et l'inflation. Et la question écologique commence aussi à apparaître de plus en plus dans les discours. Mais le gros et le premier déterminant des choix de mobilité, qu'on a essayé volontairement de déconstruire dans les entretiens qu'on a pu faire pour essayer d'atteindre justement les besoins intrinsèques des personnes, c'est la question de l'habitude. Si les personnes prennent leur voiture, c'est parce que la veille, ils ont pris leur voiture et que c'est beaucoup plus simple de se dire que je vais continuer à faire ce qui fonctionne que je vais tout de suite changer mon comportement et aller vers d'autres moyens de me déplacer. Je vous ai remis les à retenir du début pour que, pour que ça rentre, puisque la pédagogie est l'art de la répétition. Donc toujours les déplacements, les raisons des déplacements, on est toujours sur les achats, les loisirs, les visites à des proches. Ou sur des déplacements un peu plus courts que pour les personnes plus jeunes. On ne cherche pas forcément à éviter les heures de pointe. Celle du matin, oui, mais celle de l'après-midi, non. Comment on est toujours sur les déplacements majoritairement en voiture et à pied. Ces manières de se déplacer sont dépendantes à la fois de la géographie, donc du contexte territorial dans lequel les personnes vivent, mais aussi de leur sociologie et de leurs caractéristiques socio-économiques. Et donc les grands besoins qu'il faut retenir, notamment pour la partie suivante, où on va essayer de parler un petit peu de politique de mobilité pour les aînés, c'est la question de la liberté, du lien social, de la santé, de la sécurité, de la maîtrise du déplacement et du caractère confortable et agréable, sans oublier évidemment qu'ils seront beaucoup influencés au niveau de leur déplacement par l'habitude et les déplacements qui sont déjà à l'œuvre, en tout cas les manières de se déplacer déjà à l'œuvre aujourd'hui. C'est important de garder ces besoins intrinsèques parce que si on passe donc à la partie suivante sur la question de la mise en place de solutions, donc de politiques de mobilité pour les aînés, dans la création de solutions ou dans la manière dont on va communiquer sur les solutions, avoir en tête ces 5 besoins-là va être déterminant dans la manière dont on va convaincre ou dans la manière dont les solutions qu'on va proposer vont être adaptées au public qu'on souhaite viser. Et donc, il est important d'avoir en tête ces 5 besoins-là quand on réfléchit à 2 choses en particulier, qu'on abordera un petit peu plus tard. Donc les risques de la dépendance à la voiture, puisque c'est essentiellement ça qu'on peut avoir comme risque majeur, au-delà de personnes qui sont déjà dans une immobilité. Il y a la question de l'anticipation de l'arrêt possible de la conduite. Alors pour les personnes qui ont l'habitude de travailler sur le vieillissement, on sait que tout ce qui va être anticipation est quelque chose de très compliqué à travailler avec les personnes âgées, parce que ça demande théoriquement la projection dans un futur avec des difficultés. Or, personne n'a envie de se projeter dans un futur avec des difficultés. Et donc, l'arrêt de la conduite est parfois pas anticipé et on se retrouve avec des personnes qui arrêtent de conduire. Alors ça peut être à cause de difficultés cognitives, de difficultés physiques, et parfois ça peut être finalement assez brutal ou périodique. Mais si on est face à un manque d'anticipation et qu'on est complètement dépendant de la voiture pour ses déplacements, on se retrouve face à une difficulté assez importante, puisqu'on n'a pas d'autres solutions qui se résout soit par une charge pour les aidants, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui vont faire le rôle de taxi, souvent des proches ou des voisins, ce qui peut avoir
pour le coup, une incidence sur la santé de ces personnes qui viennent aider d'autres personnes, en fonction de la charge que ça représente pour elles. Ou alors, autre option, c'est la réduction de ces déplacements qui va entraîner une réduction des liens sociaux et un risque d'isolement accru. Et pour ceux qui ne le savent pas, le lien social est la meilleure prévention qui soit contre le déclin cognitif. C'est beaucoup plus efficace que les mots croisés ou quoi que ce soit d'autre. Donc, si on réduit les liens sociaux d'une personne, on va dire qu'en termes de politique de santé publique, on est très mauvais. Une troisième option que j'ai pas mis là, parce qu'on va l'évoquer après, c'est de changer de moyen de déplacement. Et c'est là où l'anticipation est importante, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de changer de moyen de déplacement quand on y a pensé avant que quand on a des difficultés qui apparaissent. Et donc ça demande en effet de travailler sur l'anticipation. Or, c'est, comme je l'ai dit, quelque chose d'assez compliqué à faire, de se projeter dans un avenir non désirable. Et c'est là où l'idée sera de jouer sans doute sur les différents leviers qu'on a proposés avant pour rendre les alternatives plus désirables. Et enfin, je le mets aussi parce que c'est parfois assez décorrélé des travaux qu'on peut avoir sur les personnes âgées. Il y a un enjeu environnemental non négligeable à la dépendance à la voiture des personnes âgées. Voilà, aujourd'hui, avec la gérontocroissance, on va bientôt arriver à un tiers de la population qui aura plus de 60 ans. Et il est compliqué d'avoir une stratégie environnementale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en ne prenant pas en compte un tiers de la population. Alors, évidemment, il existe des alternatives à la voiture individuelle. Et donc, on reviendra dessus sur d'autres webinaires. C'est pour ça que je ne l'ai pas trop développé, notamment sur la marche et le vélo, puisque en décembre, on proposera un webinaire sur la marche et le vélo spécifique. Il y a une étude qui dure depuis le début de l'année dernière sur les modes actifs, qui est financée par la région et la DREAL. Mais bon, pour vous donner déjà les premiers éléments à travailler sur la marche et le vélo en matière de politique de mobilité, il y a évidemment un impondérable qui est la question de la proximité. Ça va être compliqué d'envisager la marche des personnes si vous leur dites que le commerce le plus proche est à 10 km. Ensuite, on va avoir des questions d'accessibilité, largeur des trottoirs, régularité des assises, toilettes publiques, dévers des trottoirs. Enfin bon, on reviendra dessus sur le webinaire dédié à ce sujet-là. La sécurité, je le mets puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours très bien connu, mais vous avez le graphique à côté de la part des piétons tués entre 2010 et 2019 dans les Pays de la Loire. La moitié, c'est assez simple, la moitié avait plus de 65 ans et 42% avaient plus de 75 ans. Donc il y a un vrai enjeu de sécurité des piétons âgés je vous donne aussi, pareil, un petit peu en avance des informations sur l'étude sur la sécurité routière qui, elle, fait l'objet du webinaire du mois de novembre, où on a notamment, donc, évidemment, dans les territoires les plus urbains, une mortalité bien plus importante, et cette mortalité dans les territoires les plus urbains est en très forte hausse entre 2010 et 2019. Transport public, autre alternative. Donc là, on va. Pardon, j'avais oublié l'attractivité aussi. C'est-à-dire que là, il ne suffit pas que les lieux soient accessibles pour favoriser la marche des personnes, il faut aussi qu'ils soient attractifs, c'est-à-dire qu'ils donnent envie de marcher à ces endroits-là. Alors, il y a plusieurs moyens de rendre des lieux attractifs, soit c'est par le paysage, soit par la mise en place de différents éléments qui vont donner envie de s'arrêter et de profiter des lieux. Transport public, là cette fois-ci, ça va reposer sur trois piliers. La disponibilité, bien sûr, c'est la même logique que la proximité pour la marche et le vélo. Donc la disponibilité des transports publics à proximité des lieux d'habitation. La connaissance de l'existence de solutions de transport public. On est toujours assez stupéfait, non plus maintenant, mais régulièrement quand on interroge les personnes pour savoir même dans une discussion assez globale sur leur mobilité, très vite on nous dit qu'il n'y a pas la solution, alors que la solution généralement existe. Et enfin, le savoir-faire, parce que c'est pas inné de savoir prendre un bus, c'est pas inné de savoir réserver un titre de transport.
et de savoir lire un plan, par exemple, de savoir qu'il faut traverser la route pour que le bus aille dans l'autre sens, de savoir appuyer sur le bouton stop. Enfin bon, il y a plein de logiques à apprendre. Or, pour des personnes qui, comme je l'ai dit avant, n'avaient pas forcément anticipé et ont peut-être des difficultés pour apprendre des nouvelles manières de se déplacer, ça peut tout de suite devenir assez compliqué. Autre sujet, le transport solidaire, parce que je vois l'heure qui avance un petit peu. Là, le transport solidaire, on est sur une vraie force régionale, c'est-à-dire qu'on est sur une région où on a une offre de transport solidaire assez importante, même très très importante par rapport aux autres régions, mais qui repose tout de même sur le bénévolat des jeunes retraités. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose qui est assez fragile et sujet aux effets générationnels. Que les jeunes retraités aujourd'hui, en effet, sont assez engagés. On verra dans les années prochaines s'ils sont engagés et si cet engagement prend aussi les mêmes formes. On n'est pas trop inquiet sur l'engagement des personnes qui arrivent à la retraite dans des associations. En revanche, on est un peu plus inquiet sur la manière dont ces engagements peuvent prendre forme, notamment quand on va chercher des présidents, des trésoriers, enfin des engagements un peu plus importants et sur la durée dans des associations. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui finalement sont relativement fragiles puisqu'elles sont amenées à reposer sur des générations qui évoluent. Aujourd'hui, puisqu'on peut aussi envisager qu'on retravaille le transport solidaire pour qu'il repose sur d'autres générations que seulement celles des jeunes retraités. Et enfin, évidemment, il y a plein de mobilités alternatives, plein d'idées qui naissent, des lignes de covoiturage, donc le développement en règle générale d'ailleurs du covoiturage, l'autostop, etc., qui sont des nouvelles, souvent des nouvelles actions mises en place par les politiques publiques, mais qui n'envisagent que très peu les personnes âgées. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est pensé pour les actifs et pour tout ce qui va être covoiturage, l'idée c'est que plus personne n'aille au travail seul dans sa voiture. Sauf que pour ce qui va être des déplacements des personnes âgées, là-dessus, sur ces sujets-là, on reste quand même sur quelque chose de beaucoup moins travaillé. Et j'en termine avec une dernière diapositive un peu sur ce sujet des politiques publiques, pour vous parler un petit peu de changement de comportement. Alors je vais pas, tiens, j'ai oublié de mettre la référence, donc je vous l'enverrai dans le compte rendu, et je peux peut-être même la mettre sur le chat. C'est une étude de la DREAL, des Pays de la Loire, qui est financée par la DREAL, qui a été réalisée par Sébastien Ménéry et Martin Bichou, je crois, sur la question du changement de comportement en mobilité. Alors au début, l'étude était vraiment sur les diagnostics individuels de mobilité, mais il y a eu tout un travail de vulgarisation et de recensement bibliographique de tout ce qui existe sur les modèles de changement de comportement, puisqu'il ne suffit pas qu'il y ait des alternatives qui existent pour que les personnes les utilisent. Comme j'ai dit, on est tous très influencés par nos habitudes et par la manière dont on se déplace actuellement. Or, si on veut changer le comportement des personnes âgées, et si on veut le faire encore mieux en anticipation, pour essayer de diversifier ces moyens de déplacement, ça ne veut pas dire forcément abandonner la voiture, mais c'est avoir plusieurs moyens de déplacement qui nous rendent donc plus résilients face à d'éventuels changements. Il faut travailler ce sujet-là. Donc je vous laisse le schéma juste en illustration, puisque voilà, je n'ai pas vocation et pas le temps surtout de, de vous l'expliquer en détail, mais vous pourrez accéder au travail qu'ont fait M. Ménéry et M. Bichou pour le service de l'Adréal, qui est très complet et très intéressant. Et évidemment, qui s'appuie sur, je remets cette diapositive, qui s'appuie sur les déterminants, en tout cas, si on veut travailler le changement de comportement, vous aurez beaucoup plus de manière, de force, de conviction si vous dites à une personne qu'il faut qu'elle se mette à la marche pour sa santé que pour l'écologie, au niveau des personnes âgées. C'est pour ça que ça donne des aides aussi pour travailler les discours, pour faciliter le changement de comportement. Ces 5 éléments-là. Donc je vous mets dans le diaporama que vous aurez à la fin de ce webinaire, en tout cas peut-être pas juste à la fin, mais dans son prolongement, les prochaines dates. Donc le lien d'inscription est le même que celui que vous avez utilisé pour vous inscrire aujourd'hui, mais on pourra vous renvoyer le lien aussi. En tout cas, c'est disponible de toute façon sur notre site internet du Gérontopole. Le prochain, donc sur la sécurité routière, qui sera animé avec l'agence d'urbanisme de la région angevine, puisque cette étude a été faite avec eux. Donc aura lieu le 16 novembre de 16h à 17h. On revient sur un horaire un peu plus classique.
Et dernier webinaire de l'année sur les modes actifs, donc marche et vélo, le 3 décembre, de 13h30 à 14h30, toujours sur le même format, pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez court, puisqu'on sait que les agendas de nous tous d'ailleurs, des professionnels peuvent être parfois un petit peu chargés. Et vous avez le lien donc vers nos études, donc toutes les études du Léon Topol, y compris celles sur la mobilité, mais d'autres aussi, qui peuvent être tout aussi intéressantes, sur notre site internet à la rubrique Nos publications. Le 16 novembre est un samedi. Eh bien, on va supposer que je me suis trompé dans la date, ce qui est très fort probable, puisque je vous confirme que ce n'est pas un samedi. Je ne travaille pas encore les samedis. C'est en effet le 7 novembre. Comme quoi, j'ai une mémoire orale. Donc oui, c'est bien le 7 novembre. Je changerai sur le diaporama qu'on vous enverra évidemment. Et j'ai mis aussi dans ce diaporama les contacts si vous souhaitez me joindre. Voilà. Il nous reste une dizaine de minutes pour discuter, pour répondre à vos éventuelles questions ou remarques sur la présentation. Alors, Daniel, je ne sais pas si vous avez toujours la main levée d'avant, si vous souhaitez ajouter quelque chose, sinon je vais laisser Pierre-Martin. Donc, je laisse Pierre-Martin s'exprimer. Oui, merci de cette présentation. J'avais une question pour ma curiosité concernant les accidents. Et vous avez évoqué de 50% de décès piétons pour les plus de 65 ans. En ville, on voit quand même beaucoup de vélos avec des vélos, des voitures, bref, beaucoup de circulation. Je me posais la question si les vélos, justement, en ville, en très forte augmentation, provoquaient des accidents vis-à-vis des personnes âgées. Phénomène qu'on a moins dans le monde rural. Alors, quand on parle là d'accident, enfin de mortalité, parce qu'on parle bien de personnes décédées, les vélos sont très peu responsables de piétons tués. Hein, c'est très 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 peu par rapport aux voitures. Essentiellement, ça reste les voitures. Mais nous, dans les dans les hypothèses de cette surmortalité piétonne dans la ville, on a pas mal on va dire, d'indices qui nous laissent penser qu'il y a une question sur la complexité des cheminements piétons en ville qui sont parfois beaucoup moins simples que dans les territoires ruraux, au-delà du fait aussi tout simplement qu'il y ait beaucoup plus de piétons âgés dans les territoires urbains que dans les territoires ruraux. Maintenant, sur les vélos et trottinettes, puisqu'en général on associe les deux, il faut savoir que nous, nos chiffres, on les a arrêtés en 2019, donc avant le Covid, parce que justement on voulait travailler l'évolution et que le Covid faussait un petit peu les résultats sur la diminution des accidents, puisqu'on avait surtout une diminution du nombre de personnes qui se déplaçaient. La question est quand même beaucoup revenue dans les discours des personnes. Il faut savoir que les données de la sécurité routière ne sont pas complètement fiables dès lors qu'on n'est plus sur des personnes tuées, puisque tous les accidents ne font pas lieu à l'intervention des forces de l'ordre qui recensent, et en plus on a des recensements assez inégaux en fonction des territoires, qui recensent précisément tous les accidents. On va avoir pas mal de chutes provoquées par des vélos ou des trottinettes qui peuvent se terminer à l'hôpital, parce que la personne au début pense que c'est pas forcément très grave, mais qui finalement on voit qu'il faut quand même aller, aller aux urgences, sortent complètement des radars de la sécurité routière. Et ce qu'on sait, nous, dans les discours, puisqu'on a aussi fait un travail qualitatif sur le sujet, c'est que l'appréhension des trottinettes, des vélos dans des espaces partagés entre piétons et vélos est très importante. En tout cas, c'est le risque numéro 1 identifié par les personnes âgées qui habitent en ville. Pour elles, c'est vraiment ça qui est dangereux. Alors que concrètement, c'est peut-être pas ça qui risque le plus de les tuer, même si on sait que bon, voilà, une chute n'est jamais anodine pour une personne âgée. Donc bon, même si on n'est pas sur quelque chose qui peut nous tuer sur le coup, on est quand même sur quelque chose qui peut avoir des incidences à long terme en matière de santé. Mais participez au webinaire sur la sécurité routière, parce que là, je vous réponds en quelques minutes. Pareil, on aura à peu près 40 minutes de présentation sur le sujet. Oui, Christelle. Alors, Christelle, on ne t'entend pas.
Christelle, je te propose de l'écrire sur la conversation, ce que tu souhaites nous dire, puisque je vois que tu lèves la main, mais oui, pas de souci. Je te laisse écrire la question dans la conversation. Je vais en profiter d'ailleurs pour regarder s'il y a d'autres choses qui ont été mises. Avez-vous quantifié une augmentation de sensation? Ça, j'ai répondu pour le coup. En sachant, je peux même ajouter qu'il y a il y a à la fois alors, la question des trottinettes peut être assez intéressante puisqu'on a pu travailler, alors peu sur la ville de Nantes, mais un peu quand même, et beaucoup sur la ville d'Angers, où on a 2 systèmes différents. Un système en libre service à Angers, puis via Pony, pour ceux qui connaissent, et pas de système en libre service à Nantes. Et dans les discours, on note quand même qu'à Angers, les trottinettes sont beaucoup plus craintes qu'à Nantes. Puisque on va dire que les personnes ont beaucoup plus confiance à des personnes dont la trottinette, enfin qui sont propriétaires de leur trottinette, en se disant qu'il va y avoir une attention plus importante portée à l'engin. Et par ailleurs, la question du stationnement des trottinettes en libre service pose vraiment un problème pour les personnes âgées, mais aussi pour les personnes malvoyantes, puisque ça cause pas mal de chutes. Alors déjà parce que le stationnement est parfois assez anarchique, et aussi parce que la visibilité de la partie basse de la trottinette n'est pas forcément évidente. On voit en général le guidon, mais on voit rarement la partie basse. Enfin, rarement, pour des personnes qui n'ont pas une mobilité articulaire ou une vision exceptionnelle. Et donc voilà, ça cause des chutes. Concernant... Alors, je lis la question de Christelle. As-tu des expériences concernant la question du portage des courses, levier qui permettrait aux personnes d'utiliser les transports en commun, et des expériences sur des stationnements provisoires personnes âgées sans avoir la carte, alors MI, j'ai l'impression qu'il manque une aide, mais peut-être pas. En tout cas, la carte qu'on a pour les personnes, voilà, c'est MI. Merci Christelle. Alors, je comprends pas bien le début de la question parce que pour moi, le portage des courses, je vois pas pourquoi ça aide à utiliser les transports en commun. Ah si, ça y est, je viens de comprendre. On n'est pas sur la livraison des courses, mais sur quelqu'un qui nous aiderait à porter des courses. Non, je ne connais pas d'expérience là-dessus. Il y a des expériences sur l'apprentissage des transports en commun, mais pas sur le portage de courses. Je sais que nous, on s'était posé la question d'essayer de tester sur des endroits des pédibus avec portage de courses pour les marchés. On n'a jamais essayé, nulle part, mais à un moment, on se posait cette question-là. Et sur des stationnements provisoires personnes âgées, non. Ça existe pour les familles, mais pas pour les personnes âgées. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas connaissance. Oui, alors sur la question, sur la concertation pour repenser l'espace public avec les personnes âgées, oui, il existe des méthodes. Il en existe pas mal. Alors, toutes les méthodes d'ailleurs participatives déjà de recueil de besoins sont intéressantes. On va avoir, de manière assez classique sur ce sujet-là, la question des balades commentées, enfin la méthode des balades commentées plutôt, où le fait d'amener des personnes sur le terrain, le mieux étant quand même de varier les publics et pas seulement de le faire avec des personnes âgées, mais de potentiellement mettre aussi des personnes en situation de handicap, des femmes enceintes, des enfants, parce qu'on associe aussi assez peu finalement les enfants à la participation, et de les faire parcourir un trajet, notamment sur des espaces publics qui peuvent être par exemple en cours de réflexion pour un réaménagement, et d'écouter simplement la parole ou les difficultés que peuvent rencontrer les différentes personnes. Il y a la possibilité aussi qui peut être intéressante pour partager aussi les difficultés des uns et des autres de travailler avec des simulateurs de vieillissement. Ça peut être parfois un peu compliqué, mais déjà dans un premier temps, si on se balade en prenant un déambulateur, on va très vite remarquer pas mal de difficultés. Mais bon, on va dire que sur cette question, on y reviendra quand même un peu plus en détail sur le webinaire, sur les modes actifs. Mais on va dire que cette concertation, et après, il existe aussi de la co-construction ou de l'essayage, c'est-à-dire qu'on propose au moment où vous faites les achats
de mobilier urbain. Alors, il y a la possibilité de les co-construire avec les citoyens. Ça reste quand même quelque chose d'assez rare et j'ai pas vraiment de retour ou d'avis là-dessus. Et deuxièmement, la possibilité de les faire tester. Pour que vous vous rendiez compte, par exemple, qu'une assise trop basse est un problème pour une personne âgée pour se relever, ou d'autres choses comme ça. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire de la concertation sur le sujet. Donc Christelle, c'est bon. En numéro 2, j'avais donc Violaine Bougère. Je vous écoute. Oui, moi j'ai bien vu dans les différents chiffres qu'effectivement les catégories, enfin, je veux dire socio-professionnelles ou sociales pouvaient jouer sur la mobilité. Est-ce qu'on a vraiment des chiffres sur le lien, je sais pas comment le dire bien, mais le lien entre pauvreté et difficulté de mobilité, quoi. C'est-à-dire sur des villes denses un peu comme Angers, où il y a eu un effort de fait sur les transports en commun, notamment sur l'ouverture des nouvelles lignes de tram. Est-ce qu'on a des études là-dessus pour vraiment faire le lien entre difficultés financières et difficultés de transport? Parce que nous, on a beaucoup de personnes âgées et d'aidants, on travaille beaucoup avec les aidants qui nous disent qu'en fait, ils ne peuvent pas venir à des activités ou autres parce que question mobilité, c'est compliqué. C'est compliqué financièrement, c'est compliqué à tout point de vue, j'ai l'impression, pour avoir des places PMR pour des véhicules, pour circuler en ville avec une personne pour laquelle il va falloir pouvoir se garer proche d'un établissement où il y a une activité ou d'une résidence autonomie ou autre. Est-ce qu'on a des études spécifiques par rapport à ça? Alors, à Angers, normalement, vous venez de faire une enquête ménage déplacement, enfin une enquête certifiée CEREMA, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, mais en gros c'est Ok, ça, qui a été faite par l'agence d'urbanisme. Donc j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous de ok, l'agence d'Urba, puisque je pense que eux ont peut-être des détails. Ils n'ont pas encore tout exploité, il me semble, de toutes les données qu'ils ont reçues. Je ne sais pas dans quelle mesure ils ont traité les questions de revenus et de pauvreté. Mais en l'occurrence, eux, leur étude, elle a été faite après Covid, donc elle va être, enfin, et puis elle est quand même très récente. Donc, s'ils ont des données, ce sera quand même l'étude la plus pertinente. Après, on n'a pas fait le croisement, nous, entre mais je pourrais le faire, parce que ça prend pas très très longtemps de le faire, entre grande ville et pauvreté. C'est-à-dire ok. qu'on a en général séparé le côté géographique et le côté sociologique. Mais ça pourrait être intéressant de voir si dans les différents types de territoires, les caractéristiques sociales ont plus ou moins d'incidence. Ouais, c'est ça. Je pense que enfin, je vais regarder ça. Et puis, à la limite, je vous enverrai les résultats par mail Ok, super. sur l'étude. Alors, c'est l'étude nationale et du coup, ce sera plutôt 2019, donc avant Covid. Donc D'accord. moins précis, Ouais. et puis moins précis Mm. parce que ce sera pas rangé, que l'étude de l'agence d'urbanisme, s'ils ont Mm. pu vraiment creuser ce sujet-là. C'est pas D'accord. forcément le plus simple, puisque dès qu'on touche aux revenus des personnes, c'est un peu plus compliqué au niveau des enquêtes. Ok. Voilà. Merci. Daniel, est-ce que vous vouliez reprendre la parole? Vous m'entendez? Ouais. Oui. Alors moi, je voulais revenir sur les accidents pour les personnes âgées qui se multiplient. Et donc, il y a un phénomène qui est quand même concomitant à la difficulté pour les personnes âgées de se déplacer, c'est le stationnement sauvage. De plus Oui. en plus de gens stationnent un peu n'importe où. Alors ça a aussi des conséquences pour les personnes qui ont des enfants, par exemple, parce que se balader en ville avec des poussettes, ça devient assez dur maintenant, surtout quand les villes ne sont pas très grandes et que les trottoirs sont relativement peu larges. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont amenés à descendre assez vite, sans forcément toutes les précautions nécessaires sur la chaussée. Et quand on sait que les personnes âgées ont des problèmes de sens, l'audition, la vue sont quand même assez altérées, c'est un facteur très aggravant. Et donc, les stationnements sauvages contribuent beaucoup à la difficulté de se déplacer. Et donc, pour les personnes âgées, ça devient relativement dangereux. On l'évoquera dans le webinaire sur la sécurité routière. Merci pour, pour cette remarque, Daniel. Donc j'ai ensuite Éléonore Goran, je pense, qui souhaitait intervenir. Non, je ne la vois plus. Pardon.
Voilà, vous m'entendez? Oui. Oui, c'était pour intervenir auprès de madame Bougère sur, la précarité mobilité. Donc à la Massif, on vient de soutenir justement la sortie d'un baromètre sur la mobilité du quotidien, édité par WeMove, qui est sorti là il y a quelques jours et sur lesquels vous pourrez retrouver justement des chiffres, sur la précarité mobilité et il y a un focus sur, quasiment chacune des régions. Donc vous pourrez regarder et je vous mettrai le lien du site internet dans les commentaires. C'est très riche et justement, il y a le sujet des CSP, de l'âge, etc. Donc, vous pourrez trouver matière à répondre à vos questions. Parfait, merci beaucoup. Ah, ça, c'était pas prévu. Excusez-moi, je sais pas d'ailleurs si vous l'avez entendu, mais oui, Cécile? Oui, je voulais voir si vous aviez identifié un peu des trous dans la raquette concernant la question de la mobilité des seniors. Je voyais une collègue qui parlait justement des seniors qui s'interrogeaient sur des accompagnements pour des courses. Et c'est vrai, alors moi je suis sur le territoire de Rennes Métropole. Et alors, il y a des services civiques qui peuvent intervenir, mais bon, c'est pas forcément sur toutes les communes. Et j'ai l'impression que c'est effectivement un manque, alors après, à creuser, mais est-ce que vous auriez identifié un peu justement des situations où il y a peu de choses de repérer en termes de solutions? Alors, en termes de solutions sur le portage des courses, Alors, alors plus que ça, globalement, plus globalement, enfin, un peu des trous un peu dans la raquette euh, par rapport aux besoins de seniors, quoi. Bah, c'est vrai que la question du portage des courses est quand même souvent revenue dans les entretiens qu'on a pu faire, comme étant, ben, je voudrais bien ne pas utiliser ma voiture, mais il faut bien que je porte mes courses. Alors, il y a toujours la livraison qui est possible. Ouais, mais après, on perd le Mais côté avec les enfin, effets négatifs voilà. qu'il y a derrière, je suis d'accord. C'est ce que j'allais dire. Faut pas que les personnes ne sortent plus non plus. Parce que là, on va avoir d'autres incidences néfastes. Euh, mais ça fait partie des choses sur lesquelles ça peut être un peu compliqué. Alors, il y a des services civiques, il y a alors les transports solidaires dans les territoires ruraux vont le faire souvent de porter les courses de la voiture à l'entrée de la personne, enfin à l'entrée du domicile. Donc, c'est des choses qui existent. Maintenant, pour ce qui va être à pied, potentiellement, il y a aussi de l'accompagnement. Mais ça reste assez parcellaire et je pense peu sollicité. Et comme autre solution, je vous dis, nous, on avait identifié ce problème puisqu'on s'était dit dans les. Alors, c'était à l'époque de Pandora pour ceux qui ont connu. On voulait proposer un petit peu justement de l'expérimentation avec un pédibus, avec une sorte de grand chariot qui porterait les courses de tout le monde pour les marchés. Alors, si des gens souhaitent l'expérimenter, allez-y. Mais donc nous on ne l'a pas fait, mais ça peut être intéressant. Après, ce qui va jouer aussi sur la capacité à porter des courses si on est toujours à pied, ça va être la présence de bancs réguliers, la présence voilà, d'assises ou d'endroits qui vont permettre de jalonner le parcours et de faire qu'il soit un peu moins long. Et pareil, la proximité des services va jouer aussi de manière importante, puisque ben, si on a des commerces vraiment à proximité, on peut ne pas faire des grosses courses et y aller plus régulièrement, donc avoir un poids de course qui est forcément un peu moins important. Mais j'ai vu pas mal de trucs arriver dans le, dans le chat, donc il y a peut-être des gens qui ont qui ont une connaissance d'expérience qui peuvent être intéressantes. Puisque ça, enfin, je pense pas avoir la connaissance globale de tout ce qui peut se faire, hein. Après, il y a des banques d'expérience qu'il faudrait peut-être aller regarder, que ce soit celle de l'Union nationale des CCAS,
de villes amies des aînés. Il y a peut-être d'autres villes amies des aînés qui se sont lancées dans ce sujet-là. J'ai pas, pour connaître assez bien cette demande d'expérience, j'ai pas l'impression de l'avoir vu passer. Mais peut-être qu'il y a des choses qui se mettent à jour régulièrement. Alors France Mobilité, je suis moins certain sur le fait que vous trouviez quelque chose dans leur banque d'expérience, mais vous pouvez essayer aussi. Mais à ma connaissance, sinon, non. Après, il y a des choses plus informelles de voisinage, de personnes Mais là, ouais. qui vont le faire de manière, enfin voilà, qui vont aider, qui vont faire les courses avec leur voisine ou leur voisin et qui vont lui porter les courses. Mais ça, on en a beaucoup moins connaissance. Mais on sait que ça existe, hein. Mais là, c'était plus dans l'idée de enfin, voir si vous aviez. Moi, c'est l'impression que j'ai, parce qu'on a commencé à essayer de voir un peu ce qui se faisait sur le territoire en termes d'aide à la mobilité. Et en fait, voir si sur d'autres territoires, alors après, c'est ce que je vous disais, hein, c'est à creuser, mais le sentiment qu'il y a des choses qui existent, mais là où on est peut-être un peu plus faible, entre guillemets, c'est justement accompagner les gens avec un accompagnement pour faire les courses, voilà. Où là, on répond, je pense que très partiellement, et je voulais savoir si c'était partagé. C'était Ouais, surtout ma question. Chez nous, quand même, le transport solidaire le fait, hein. C'est-à-dire Ah qu'on a oui, même, enfin, d'accord. oui. Ouais, Après, ouais. dans des territoires très urbains, on n'en a pas forcément, même si il y en a dans certains territoires urbains, et les transports solidaires proposent l'accompagnement dans les transports en commun aussi. Un certain nombre le font. Mais D'accord. aujourd'hui, les personnes âgées n'ont pas envie de. Enfin, les personnes qui utilisent le transport solidaire sont très peu nombreuses à dire je veux être accompagné dans les transports en commun. Elles veulent pouvoir monter dans la voiture de la personne, quitte à payer plus cher, et ensuite repartir, enfin faire le trajet en voiture. Donc en général, ils vont plutôt passer par là. Maintenant, il y a aussi des solutions collectives dans le transport solidaire où on va proposer une sortie au supermarché tous les mercredis, par exemple, ou au marché, ou à la supérette, enfin bon, voilà. Et où ben, le bénévole qui va conduire le minibus ou le salarié, ça dépend, va aussi aider au portage des courses. Mais pareil, sur une petite distance. C'est-à-dire que ça va pas être sur de l'accompagnement à pied où il y a quelqu'un qui porte des courses. Mais ça existe, je suis à peu près certain que ça doit exister, cet accompagnement à pied, notamment, enfin, comme vous l'avez dit, par les services civiques. Après, sur des Ouais. expériences qui peuvent être intéressantes dans notre territoire, on a plusieurs territoires qui travaillent l'apprentissage des transports en commun pour les personnes âgées. Enfin, quand je dis plusieurs territoires, souvent ce sont des centres sociaux ou des associations. Et ça fonctionne quand même très bien. En donnant le prétexte de sortie culturelle, voilà, pour aller visiter des endroits. Alors plutôt cette fois-ci dans des territoires ruraux. On travaille justement, enfin on travaille. Ils organisent des sorties où on accompagne de A à Z les personnes à apprendre du transport à la demande par exemple, puis après à enchaîner avec du train, et puis les réseaux de transport en commun des villes pour aller, je sais pas moi, il y a des exemples avec le théâtre à Angers, et puis ensuite on reprend le train, on reprend le car potentiellement, enfin bon voilà, d'essayer de travailler avec des personnes pour les amener à être autonomes dans les transports en commun. Enfin, les transports publics, pour être plus précis. Merci. Je regarde s'il y a d'autres questions dans le chat, sinon on va pouvoir s'arrêter là. Ok. Eh bien, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Et je vous remercie tous d'être venus aussi nombreux, d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous donc pour les 2 prochains, le 7 novembre et pas le 16, et le 3 décembre, il me semble. Je vais réafficher la date pour essayer de ne pas faire une erreur sur chacune, quand même, ce serait bête. Vous pouvez toujours consulter nos études, vous pouvez toujours consulter notre site internet et notre agenda. Il y a d'autres événements qui ne sont pas sur la mobilité, mais qui sont quand même très intéressants. Et voilà.
Et je vous souhaite une bonne après-midi à tous.